J'étais dans la cuisine de mes parents, tenant un pichet de limonade que je venais de remplir, quand j'ai entendu la voix de ma mère provenir de la véranda où elle était assise avec Jessica, la fiancée de Daniel, et ces mots m'ont glacé le sang. Emma n'arrivera à rien, ma chère. Nous nous y sommes faits. Le pichet m'a soudain paru lourd dans les mains, tandis que Jessica murmurait quelque chose que je n'ai pas bien entendu, et ma mère a continué, sa voix empreinte de ce mélange particulier de déception et de résignation que je connaissais depuis mes 32 ans. Daniel a toujours été notre fonceur, notre réussite. Emma essaie, la pauvre, mais elle n'a jamais eu son ambition. J'ai reposé délicatement le pichet sur le comptoir en granit que mes parents avaient fait rénover l'année dernière, l'année même où ils avaient signé un chèque de 40 000 $ à Daniel pour l'acompte de son appartement. Et je suis retournée silencieusement à travers la maison et je suis sortie par la porte d'entrée sans dire au revoir. C'était 3 semaines après que Daniel avait annoncé ses fiançailles lors du dîner du dimanche, le même dîner où mes parents avaient révélé qu'ils financeraient entièrement son mariage, un budget qu'ils avaient nonchalamment mentionné comme étant d'environ 120 000 $, peut-être un peu plus si nécessaire, et j'avais vu le visage de Daniel s'illuminer de gratitude, tandis que quelque chose en moi s'effritait un peu plus. Je me suis souvenu de mon propre mariage 5 ans plus tôt. Marcus et moi debout au palais de justice dans nos plus beaux vêtements, ma robe achetée en solde pour 200 $, son costume emprunté à son frère, et après nous étions allés dans notre pizzeria préférée pour fêter ça. Parce que c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. J'avais invité mes parents au palais de justice. Ils avaient décliné. Ma mère avait dit: Emma, si tu veux un mariage correct, nous serions heureux de contribuer, mais tu devras attendre de pouvoir économiser assez pour le faire bien. Nous ne paierons pas pour quelque chose dans un palais de justice. J'avais essayé d'expliquer que Marcus et moi voulions quelque chose de simple, que nous nous concentrions sur la construction de notre avenir, qu'un grand mariage n'était pas important pour nous, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle avait déjà décidé que c'était un autre exemple de ma tendance à me contenter de peu, une autre déception. Daniel avait eu ses études universitaires payées, 4 années complètes dans une université privée, tandis que j'avais travaillé 25 heures par semaine chez Target pour finir mes études à l'université d'État. Daniel avait eu cet acompte, cette voiture, ce filet de sécurité, tandis que j'avais eu des conseils sur la manière d'être plus responsable avec de l'argent que je n'avais pas. J'avais lancé ma société de conseil en technologie il y a 7 ans avec des cartes de crédit, du désespoir et un rêve qui semblait impossible, et ma famille ne m'avait jamais demandé une seule fois comment ça allait vraiment, se contentant de rejeter cela comme les trucs d'ordinateur d'Emma, vous savez comment elle est. Maintenant, le faire-part de mariage était posé sur mon comptoir à la maison, couleur crème et coûteux, et à l'intérieur se trouvait un mot de ma mère, de son écriture élégante. Chère Emma, nous demandons à chaque membre de la famille de contribuer à hauteur de 5 000 $ pour la journée spéciale de Daniel et Jessica. Merci d'envoyer ton chèque avant la fin du mois. C'est une obligation familiale, et nous savons que Marcus gagne bien sa vie au cabinet. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Ce soir-là, assise à notre table de cuisine avec le faire-part de mariage devant moi, la note de ma mère glissée dessous, j'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine qui n'était pas tout à fait de la colère, mais pas non plus de la résignation. Marcus m'a trouvé là 1 heure plus tard, fixant toujours le carton couleur crème, et il s'est assis en face de moi sans rien dire, attendant simplement comme il le faisait toujours, me laissant trouver les mots. Ils veulent 5 000 $, ai-je finalement dit, d'une voix neutre, pour le mariage de Daniel, comme une obligation familiale. La mâchoire de Marcus s'est crispée
comme elle le faisait quand il se retenait de dire ce qu'il pensait vraiment, et après un moment, il a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et j'ai réalisé que je ne savais pas. Une partie de moi, celle qui était encore cette petite fille essayant de comprendre pourquoi rien de ce qu'elle faisait n'était jamais tout à fait assez, voulait faire le chèque, voulait prouver que je pouvais contribuer, voulait être présente et faire partie de la famille de la manière dont il semblait vouloir que Daniel en fasse partie. Mais une autre partie de moi, une partie qui s'était renforcée au cours des 7 dernières années à construire quelque chose à partir de rien, se souvenait d'être debout dans le salon de mes parents avec un plan d'affaires sur lequel j'avais travaillé pendant 3 mois, demandant un prêt de 10 000 $ que j'avais promis de rembourser en 2 ans. Mon père avait carrément ri, pas un rire cruel exactement, mais dédaigneux, le genre de rire qu'on a quand un enfant dit quelque chose de naïf. Et il avait dit « Emma, pourquoi gaspillerions-nous de l'argent là-dedans? Tu ne connais rien à la gestion d'une entreprise. » Ma mère avait été plus douce mais non moins définitive. « Chérie, nous ne pensons tout simplement pas que ce soit un investissement judicieux. Peut-être devrais-tu te concentrer sur la recherche d'un emploi plus stable. » J'étais partie ce jour-là en me sentant humiliée, stupide d'avoir même demandé, et j'avais pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes avant de me rendre à mon service au restaurant où je travaillais le soir pour compléter mon revenu de mon travail de jour dans une petite entreprise informatique. 3 mois plus tard, Daniel a eu 24 ans et mes parents lui ont acheté une voiture, une Audi flambant neuve qui coûtait 35 000 $, qui lui a été présentée à son dîner d'anniversaire pendant que j'étais assise là, souriant, applaudissant et ayant l'impression de regarder ma vie sous l'eau. J'avais quand même bâti Titan Shield en utilisant au maximum 4 cartes de crédit, en travaillant jusqu'à l'épuisement, en mangeant des nouilles instantanées et des pâtes pendant 18 mois d'affilée. Et maintenant, l'entreprise avait 24 employés et avait généré 4,8 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Ma famille n'avait jamais demandé de détails au-delà d'une conversation polie, se contentant de croire que je faisais des trucs d'ordinateur qui payaient probablement bien, ne comprenant certainement pas que j'avais construit quelque chose de substantiel, quelque chose de réel. Marcus a tendu la main sur la table et a pris la mienne, me ramenant au présent. « Ils n'ont jamais demandé, n'est-ce pas ?» a-t-il dit doucement. « À propos de l'entreprise, de ce que tu fais vraiment. » J'ai secoué la tête et il a continué. « Emma, ils pensent que c'est moi qui gagne l'argent. C'est pour ça qu'ils supposent que nous pouvons nous le permettre. Ils pensent que tu profites de la situation. » Il avait raison. La note de ma mère le disait explicitement. Nous savons que Marcus gagne bien sa vie au cabinet. Marcus était comptable principal dans un bon cabinet, gagnait un revenu solide, mais il n'avait jamais caché le fait que je gagnais nettement plus que lui, non pas que cela ait de l'importance pour nous. « Tu devrais leur dire, » a dit Marcus, et j'ai senti cette vieille résistance familière monter en moi. « Quelle différence cela ferait-il » ai-je demandé. « Ils trouveraient un moyen de le minimiser, ou ils feraient comme si j'aurais dû leur dire plus tôt. Ou ils ne me croiraient tout simplement pas. » Marcus est resté silencieux un long moment, puis il a dit « Alors ne leur dis pas, mais ne leur donne pas non plus 5 000 $. Emma, quand est-ce que ça va suffire? » La fête de fiançailles avait lieu au country club de mes parents un samedi après-midi de début avril, le genre de journée de printemps où le soleil est chaud, mais où la brise porte encore une touche d'hiver. Et j'étais arrivée avec un sac cadeau contenant un ensemble de carafes en cristal que j'avais vu Jessica admirer dans une vitrine il y a quelques semaines, 300 $ que j'avais dépensés sans hésiter, parce que je l'aimais bien et que je voulais qu'elle ait quelque chose de spécial. La fête battait déjà son plein lorsque Marcus et moi sommes entrés, la terrasse bondée de familles et d'amis, le champagne coulant à flots,
et j'ai immédiatement repéré Daniel au centre d'un groupe, tenant la vedette comme il le faisait toujours, tandis que ma mère voletait à proximité, l'air fier et possessif. Nous nous sommes frayés un chemin à travers la foule, souriant et saluant les gens, et j'ai senti le poids familier d'être dans cet espace où je n'avais jamais vraiment eu ma place, où chaque interaction semblait être un test pour lequel je n'avais pas étudié, puis je me suis excusée pour trouver les toilettes, en portant le sac cadeau, parce que je n'avais pas encore trouvé Jessica pour le lui donner. Je revenais dans le couloir quand j'ai entendu des voix provenant de la petite alcôve près des portes-fenêtres, des voix de femmes, et j'ai reconnu la mère de Jessica qui parlait, son ton poli mais curieux, et elle disait quelque chose à propos de la famille, alors que je ralentissais le pas. Puis je l'ai entendu demander: Et c'est la fille qui n'a pas réussi à s'en sortir? Et la réponse de ma mère est venue, claire et certaine. Emma essaie, mais elle n'a jamais eu la détermination de Daniel. Nous espérons juste qu'elle pourra rester à flot. J'ai arrêté de marcher, me tenant juste au coin où elle ne pouvait pas me voir, le sac cadeau soudainement lourd dans ma main, et la mère de Jessica a fait un bruit de sympathie avant que la conversation ne dérive sur quelque chose à propos des fleurs. Je suis restée là un long moment, regardant le cristal coûteux dans le sac, sachant que le coût de ce cadeau était quelque chose que je n'avais même pas considéré parce que 300 $ n'étaient plus significatifs pour moi, tandis que ma mère était à 3 mètres de là, disant à quelqu'un qu'elle espérait que je pourrais rester à flot. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas fait si mal, et j'ai réalisé que rien de ce que je ferais ne changerait jamais leur perception, car ils avaient décidé qui j'étais il y a longtemps, et ils avaient besoin que je reste dans ce rôle. Je suis retournée sur la terrasse et j'ai trouvé Marcus, je lui ai mis le sac cadeau dans les mains, et je lui ai dit que je devais partir, tout de suite, et il a jeté un coup d'œil à mon visage et a hoché la tête sans poser de questions. Nous avons fait nos adieux, prétexté un mal de tête, et sommes rentrés à la maison en silence pendant que je regardais par la fenêtre et essayais de comprendre pourquoi je continuais à espérer quelque chose qui n'arriverait jamais. Ce soir-là, Marcus m'a trouvée assise par terre dans notre chambre, en train de pleurer, de vraiment pleurer, comme je ne m'étais pas autorisée à le faire depuis des années, et il s'est assis à côté de moi, m'a serré contre sa poitrine et m'a juste tenue pendant que je m'effondrais. Quand j'ai enfin pu parler, je lui ai raconté ce que j'avais entendu, et il est resté silencieux un long moment avant de dire: Emma, il est temps d'arrêter de chercher leur approbation. Ça te tue, et ils ne méritent pas le pouvoir que tu leur donnes. J'ai hoché la tête contre son épaule, sachant qu'il avait raison, mais ne sachant pas comment me défaire de ce besoin, puis il a dit: J'ai quelque chose à te montrer. Et il est allé à son bureau et est revenu avec un dossier. Et quand il l'a ouvert, j'ai vu des pages de notes, des dates et des montants en dollars, un décompte minutieux de chaque cadeau financier que mes parents avaient fait à Daniel au fil des ans et que j'avais mentionné à Marcus en passant. Il l'avait documenté, m'a-t-il dit, parce qu'il voulait que je voie clairement le schéma, que je comprenne que ce n'était pas dans ma tête, et en lisant la liste, en voyant tout étalé en noir et blanc, le total au bas indiquait 253 000 $, et à côté de mon nom, il avait écrit un zéro. Quelque chose s'est cristallisé en moi à ce moment-là, en regardant ce chiffre, et j'ai pris une décision. Je ne contribuerai pas les 5 000 $ au mariage de Daniel, mais j'y assisterai et je garderai la tête haute et j'arrêterai d'attendre qu'il me voie. J'ai attendu 2 jours avant d'appeler ma mère, 2 jours à répéter ce que j'allais dire, puis à l'écarter et à recommencer. Et quand j'ai finalement composé son numéro un mardi soir, je me sentais plus calme que prévu, presque détachée, comme si je me regardais de loin. Elle a répondu à la deuxième sonnerie avec un: Emma, ma chérie, je pensais justement à toi. Enjouée. Et j'ai rapidement coupé court aux amabilités, lui disant que j'appelais au sujet des 5 000 $. Et il y a eu une pause avant qu'elle ne dise: Oh, bien, je dirai à ton père d'attendre le chèque. Et j'ai fermé les yeux et dit: Non, maman, j'appelle pour te dire que je ne contribuerai pas.
Le silence qui a suivi était différent de la pause précédente, plus lourd, et quand elle a repris la parole, sa voix avait complètement changé, devenue plate et déçue d'une manière qui autrefois me tordait l'estomac. Emma, c'est le mariage de ton frère, a-t-elle dit, et je pouvais l'entendre bouger, peut-être s'asseoir, se préparant à une conversation qu'elle ne s'attendait pas à avoir. Je le sais, ai-je dit, en gardant ma voix stable, et elle a continué comme si je n'avais pas parlé. Après tout ce que nous avons fait pour cette famille, après tout ce que nous avons sacrifié, tu ne peux pas contribuer au bonheur de ton frère? Et quelque chose en moi qui était tendu depuis des années s'est soudainement relâché. Qu'avez-vous fait pour moi exactement, maman? Me suis-je entendu demander, et la question est restée en suspens entre nous, et elle a émis un petit son de choc avant de se lancer dans une liste. Nous t'avons élevé, nous t'avons nourri, nous t'avons vêtu, nous t'avons donné un foyer, nous t'avons envoyé à l'université. Et je l'ai écouté réciter les devoirs de base de la parentalité comme s'il s'agissait de cadeaux extraordinaires. Et j'ai ravalé la réponse qui voulait venir, la comparaison avec les 253 000 dollars qu'ils avaient donnés à Daniel, parce que à quoi bon? Tu es égoïste, a dit ma mère, sa voix gagnant en force. Daniel t'aiderait si les rôles étaient inversés, tu le sais bien. Et je savais. Je savais que ce n'était pas vrai du tout. Je me souvenais d'avoir 23 ans et de demander à Daniel de me prêter 500 dollars pour des manuels, promettant de le rembourser dans le mois. Et il avait dit qu'il économisait pour un voyage à Cancun et ne pouvait pas s'en passer. Et 2 semaines plus tard, j'avais vu les photos de lui lors de ce voyage sur Facebook. Il faut que je te laisse, maman, ai-je dit, parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire, aucune explication qui la ferait comprendre, et elle a dit Emma, ne fais pas ça, ne sois pas cette personne. Et j'ai dit au revoir, et elle a raccroché avant que je ne puisse le faire. Le clic de la déconnexion sec dans mon oreille. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un texto de Daniel. Sérieusement, Emma? Tu ne peux pas aider pour mon mariage, après tout? Et j'ai fixé les mots, après tout, et je me suis demandé quel tout il pensait exister entre nous, quel bilan il tenait qui le montrait comme quelqu'un qui avait mérité mon aide. J'ai complètement éteint mon téléphone et j'ai trouvé Marcus dans son bureau. Et quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il s'est levé et m'a serré dans ses bras, m'a dit qu'il était fier de moi, et je me sentais à la fois malade et libérée, comme si j'avais sauté de haut et que j'attendais encore de toucher le sol. La semaine qui a suivi a été silencieuse. Pas d'appel de mes parents, pas de texto de Daniel, juste un vide là où leurs exigences constantes de bas niveau bourdonnaient habituellement. Et j'ai travaillé, je suis rentrée à la maison et j'ai essayé de ne pas y penser jusqu'à vendredi quand un texto de Jessica est arrivé. Salut Emma, je voulais juste prendre de tes nouvelles et voir comment tu vas. J'espère que tu vas bien. C'était un message si simple, mais c'était la première fois que quelqu'un de ce côté de ma vie posait cette question comme s'il voulait vraiment connaître la réponse, et je me suis surprise à répondre, et nous avons échangé des textos, et elle a suggéré un café le samedi, et j'ai accepté avant de pouvoir me raisonner. Nous nous sommes retrouvés dans un café à mi-chemin entre nos maisons, et Jessica était déjà là quand je suis arrivée. Et quand elle m'a vue, elle a souri d'une manière qui semblait sincère. Et alors que nous nous asseyions avec nos boissons, elle a dit qu'elle avait voulu être celle qui me dirait qu'elle espérait que je serais une demoiselle d'honneur, mais que ma mère avait dit que je serais trop occupée avec mes difficultés professionnelles pour assumer cette responsabilité. Et voilà, une autre petite coupure, une autre façon dont j'avais été définie par un récit que je n'avais pas écrit. Le café avec Jessica s'est transformé en quelque chose que je n'avais pas prévu, une véritable connexion avec quelqu'un qui semblait me voir moi, plutôt que la version de moi que ma famille avait construite. Quand elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie, je lui ai donné la même réponse vague que j'avais perfectionnée au fil des ans, quelque chose sur le conseil en technologie et les systèmes de sécurité,
Mais Jessica n'était pas comme mes parents qui hochaient la tête et changeaient de sujet. Elle était responsable marketing pour une entreprise pharmaceutique de taille moyenne, et elle a posé des questions de suivi intelligentes, voulant en savoir plus sur l'acquisition de clients, le développement commercial et les défis de la mise à l'échelle, et je me suis surprise à m'ouvrir un peu, lui donnant plus d'informations que je n'en avais donné à ma famille en 7 ans, parce qu'elle écoutait vraiment, elle était vraiment intéressée. Combien de clients as-tu? A-t-elle demandé, se penchant en avant avec une curiosité sincère. Ça a l'air vraiment complexe de gérer la sécurité pour plusieurs entreprises, et je lui ai dit que nous avions 18 clients actifs en ce moment avec 3 autres contrats en négociation. Et elle a hoché la tête pensivement et a dit: donc tu n'es pas une opération d'une seule personne, tu dois avoir une équipe. Et j'ai admis que j'avais 24 employés. Et je l'ai regardé traiter cette information, j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Ta mère a laissé entendre que tu avais à peine de quoi joindre les deux bouts, a dit Jessica prudemment, en remuant son latte. Mais ça a l'air substantiel, Emma. Ça a l'air d'une vraie entreprise. Et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, parce que bien sûr que c'était une vraie entreprise. Je l'avais bâtie à partir de rien, mais entendre quelqu'un le reconnaître était à la fois étrange, valorisant et douloureux. Ma famille ne comprend pas vraiment ce que je fais, ai-je dit, ce qui était à la fois vrai et un moyen pratique d'éviter la vérité plus large, à savoir qu'ils n'avaient jamais essayé de comprendre, et Jessica m'a regardé un long moment avant de hocher lentement la tête, et nous sommes passés à d'autres sujets, mais je pouvais dire qu'elle y pensait encore, qu'elle enregistrait des informations. Nous nous sommes quittés chaleureusement, et elle m'a demandé si nous pouvions refaire ça. Et j'ai dit oui, même si je me sentais partagée à ce sujet. Parce que j'aimais sincèrement Jessica, mais elle allait se marier dans une dynamique familiale qui m'empoisonnait depuis des années. Et je ne savais pas si une amitié avec elle était possible ou juste pour l'une ou l'autre d'entre nous. 2 mois se sont écoulés entre ce café et le mariage de Daniel, 8 semaines pendant lesquelles la tension avec mes parents a continué de mijoter froidement. Puis mon père a appelé, ce qui était rare car il laissait habituellement ma mère gérer ce qu'ils appelaient les situations Emma, et quand j'ai vu son nom sur l'écran de mon téléphone, j'ai senti mon estomac se nouer. Son approche était différente de la manipulation émotionnelle de ma mère, plus logique et financière, son ton raisonnable d'une manière qui était en quelque sorte pire que ses culpabilisations, et il a dit: Emma, ce n'est que 5 000 $, ne sois pas difficile à ce sujet. Et j'ai fermé les yeux et j'ai serré le téléphone plus fort. Tu as trouvé de l'argent pour ta petite entreprise, a-t-il continué. Alors trouve de l'argent pour le mariage de ton frère, c'est la famille. Et l'expression petite entreprise m'a frappé comme une gifle. Son dédain désinvolte, la façon dont il pouvait réduire 7 ans de travail, de risques et de nuits blanches à quelque chose de petit et d'insignifiant. J'ai tenu bon. Je lui ai dit que ma réponse n'avait pas changé, et je pouvais entendre sa déception à travers le combiné, lourde et familière. Et il a dit: tu as changé, Emma, tu es devenue égoïste, ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevée. Et j'avais envie de rire ou de pleurer ou les deux, parce que oui, j'avais changé, j'avais dû changer pour survivre en étant invisible dans ma propre famille. Marcus était dans la pièce pendant l'appel, observant mon visage, et après avoir raccroché, il est venu, a pris le téléphone de ma main, l'a posé, et m'a juste tenu dans ses bras pendant que j'essayais de faire semblant que ça ne faisait pas aussi mal que ça en avait l'air. Je me suis plongée dans le travail après cet appel avec mon père. Je me suis ensevelie sous les détails de la plus grande présentation que mon entreprise ait jamais préparée. Car Titan Shield Security Consulting était l'un des 3 finalistes pour un contrat de conseil avec une entreprise pharmaceutique du Fortune 500 qui vaudrait 2,3 millions de dollars sur 3 ans. Ce que mon entreprise faisait réellement, ce que ma famille n'avait jamais pris la peine de comprendre, c'était du conseil en cybersécurité avec une implémentation spécialisée d'IA,
ce qui signifiait que nous aidions les grandes organisations à protéger leur infrastructure de données tout en utilisant l'apprentissage automatique pour prédire et prévenir les failles de sécurité avant qu'elles ne se produisent, et ce contrat particulier impliquerait la sécurisation des données d'essais cliniques et la protection des informations des patients dans 17 centres de recherche dans 9 pays. Je travaillais sur cette opportunité depuis 8 mois, à travers des réunions préliminaires, des révisions de propositions et des évaluations techniques, et la présentation finale était prévue une semaine avant le mariage de Daniel. Et je n'en avais pas parlé à ma famille parce que, à quoi bon, ils pensaient que je faisais des trucs d'ordinateur, et rien de ce que je dirais ne changerait cette perception. Jessica m'avait envoyé des textos régulièrement depuis notre café, et nous étions devenus prudemment amis, d'une manière qui semblait fragile mais sincère. Et elle partageait les détails du mariage, et me demandait mon avis sur les centres de table où le libellé dut faire part, m'incluant de petites manières que ma mère avait activement empêchées, et j'ai réalisé qu'elle essayait de combler un fossé sans comprendre pourquoi le fossé existait en premier lieu. L'enterrement de vie de jeune fille a eu lieu un samedi après-midi au country club de ma mère, et j'y ai assisté avec un robot pâtissier à 400 $ que Jessica avait mentionné vouloir, le genre avec tous les accessoires qui le transforment pratiquement en un appareil de cuisine professionnel. Et quand je suis arrivée, ma mère m'a à peine reconnue au-delà d'un sourire crispé avant de retourner à sa place, aux côtés de Jessica. Les amis de ma mère circulaient dans la pièce avec du champagne et de la curiosité, et chaque fois que quelqu'un me posait des questions sur ma vie, ma mère redirigeait la conversation, avec fluidité et habitude, jusqu'à ce qu'une femme, dont je me souvenais vaguement comme étant Madame Palmer, me demande directement à propos de mon travail et que ma mère intervienne avant que je ne puisse répondre. Oh, Emma fait des trucs d'ordinateur, très techniques. Nous ne comprenons pas vraiment. Daniel est l'homme d'affaires de la famille. Daniel travaillait comme directeur régional des ventes pour une société de fourniture médicale, gagnant 85 000 $ par an, ce qui était un bon travail et dont il n'y avait pas à avoir honte. Mais ma mère parlait de lui comme s'il était un PDG, comme s'il avait bâti un empire au lieu d'occuper un poste que des milliers d'autres personnes occupaient. Madame Palmer a cependant persisté, se tournant à nouveau vers moi avec un intérêt sincère. Quel genre de truc d'ordinateur? Et j'ai donné une brève explication sur le conseil en cybersécurité et l'implémentation d'IA, en restant simple, et j'ai vu ses yeux s'écarquiller légèrement alors qu'elle disait « Oh, vous êtes dans la cybersécurité? L'entreprise de mon mari vient d'engager une firme pour ça leur a coûté une fortune. » Et ma mère a changé de sujet si rapidement que c'en était presque drôle, demandant à Madame Palmer des nouvelles du nouveau bébé de sa fille, et j'ai jeté un coup d'œil à travers la pièce, et j'ai vu Jessica observer toute l'interaction avec quelque chose de calculateur dans les yeux. Et j'ai su que quelque chose avait changé, qu'elle avait vu ce avec quoi je vivais depuis des années. Après la fin de l'enterrement de vie de jeune fille, et que les invités ont commencé à se diriger vers le service de voiturier, Jessica m'a doucement attrapé le bras et m'a demandé si nous pouvions parler en privé. Et quelque chose dans son expression m'a serré l'estomac car je pouvais voir qu'elle avait réfléchi, analysé, et je l'ai suivie dans un coin tranquille de la terrasse du country club où nous pouvions voir le terrain de golf s'étendre en vagues parfaitement entretenues. Puis-je te demander quelque chose? A-t-elle dit, puis a rapidement ajouté, et seras-tu honnête avec moi? Et j'ai hoché la tête avec méfiance, car je ne savais pas ce qui allait arriver, mais je sentais que c'était important. Que fait exactement ton entreprise? A demandé Jessica, sa voix prudente et directe. Genre, le vrai nom et ce que tu fais vraiment, pas la version vague. Et j'ai hésité, car cela ressemblait à un seuil que je ne pourrais pas franchir en arrière, une fois que je l'aurais passé, mais elle a continué avant que je ne puisse répondre. Je ne demande pas pour être curieuse, Emma. Je demande parce que rien ne colle, rien n'a collé depuis que je t'ai rencontrée.
Elle a alors commencé à énumérer des choses, des observations que je n'avais pas réalisées que quelqu'un faisait, parlant de mes vêtements qui étaient de marque mais subtiles, le genre de chair qui ne s'annonce pas avec des logos, et de ma voiture qui était une Tesla Model S que je m'étais achetée il y a 2 ans, et des cadeaux que je faisais qui étaient toujours attentionnés et généreux, et de la façon dont je me comportais en parlant de travail, une confiance qui ne correspondait pas à quelqu'un qui était censé avoir des difficultés. Ta famille parle de toi comme si tu avais à peine de quoi joindre les deux bouts, a dit Jessica. Mais ce n'est clairement pas le cas, Emma. Tu t'en sors clairement bien. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi il y a un tel décalage entre ce qu'ils disent de toi et qui tu sembles être réellement. Et je suis restée là sur cette terrasse, regardant cette femme qui était sur le point d'épouser mon frère, cette femme qui avait pris la peine de prêter attention. Et j'ai pris une décision qui semblait à la fois terrifiante et libératrice. Je possède Titan Shield Security Consulting, lui ai-je dit, prononçant le nom complet de mon entreprise à voix haute à un membre. De ma famille pour la toute première fois. Nous avons 24 employés. Nous faisons de la cybersécurité et de l'implémentation d'IA pour les moyennes et grandes entreprises. Nous nous occupons de la protection des données, de la prévention des menaces et de l'infrastructure de sécurité. Et j'ai regardé Jessica traiter cette information. J'ai vu ses yeux s'écarquiller légèrement. Quelle est la taille de grande? A-t-elle demandé doucement. Et j'ai pris une inspiration et j'ai dit notre chiffre d'affaires annuel l'année dernière était de 4,8 millions de dollars. Et le silence qui a suivi a semblé énorme, rempli de 7 ans de secrets que je n'avais pas eu l'intention de garder, mais qu'on ne m'avait jamais demandé de partager. Est-ce que ta famille le sait? A finalement demandé Jessica, et j'ai secoué la tête et j'ai dit ils savent que je possède une entreprise, ils savent que c'est lié à la technologie et à la sécurité. Ils ne connaissent pas les détails parce qu'ils n'ont jamais demandé, pas une seule fois en 7 ans. Et je pouvais l'avoir essayé de concilier cette information avec tout ce qu'on lui avait dit, tout ce que ma famille l'avait amené à croire. Emma, a-t-elle dit lentement, je vais me marier dans une famille qui m'a fait croire que la sœur de mon futur mari a à peine de quoi joindre les deux bouts alors qu'il prévoit un mariage à 120 000 dollars. Quoi d'autre est-ce que je ne sais pas? Et c'était une question juste, la question la plus juste que quiconque dans ma famille ait posée depuis des années, et j'ai réalisé que Jessica méritait la vérité même si les autres n'en avaient jamais voulu. La conversation s'est étirée entre nous sur cette terrasse, alors que la lumière de l'après-midi devenait dorée et que d'autres invités partaient en groupe de rire et de bises, et je me suis surprise à m'ouvrir à Jessica sur l'histoire qu'on ne lui avait jamais racontée. En commençant par le prêt de 10 000 dollars que j'avais demandé il y a 7 ans, quand j'avais un plan d'affaires, des projections et la conviction sincère que je pouvais construire quelque chose de réel. Ils ont ri, lui ai-je dit, en observant attentivement son visage. Mon père a carrément ri et a demandé pourquoi il gaspillerait de l'argent sur quelque chose qui échouerait de toute évidence. Et ma mère a dit que je devrais me concentrer sur la recherche d'un emploi stable, avec des avantages sociaux, au lieu de courir après des chimères. Et j'ai vu l'expression de Jessica passer de la curiosité à l'inquiétude alors que je continuais. 3 mois plus tard, ils ont acheté à Daniel une Audi à 35 000 dollars pour son anniversaire. Ils la lui ont juste donnée, avec un ruban dans leur allée. Jessica est restée silencieuse un long moment, traitant les chiffres et la chronologie spécifique. Puis elle a demandé ils ne sont pas venus à ton mariage? Et j'ai secoué la tête et expliqué que mon mariage au palais de justice il y a 5 ans n'était pas assez bien, que mes parents avaient dit que si je voulais un vrai mariage, ils contribueraient, mais que je devrais attendre et économiser d'abord, en faire quelque chose digne de leur participation et de la présence de leurs amis. Mais quand Daniel lui a fait sa demande, il y a à peine 8 mois, ils ont immédiatement proposé de tout payer. Ils ont même insisté. Combien paye-t-il pour le nôtre? A demandé Jessica, sa voix étrange et tendue, et j'ai dit j'ai entendu dire que c'était 120 000, mais je ne connais pas le montant exact.
Et j'ai vu la couleur quitter légèrement son visage alors qu'elle disait: C'est 127 000 dollars, Emma. Je me sentais coupable du coup parce que cela semblait excessif, mais Daniel a dit que ses parents insistaient, qu'ils avaient toujours rêvé de lui offrir un mariage comme celui-ci. Je suis restée silencieuse alors, la laissant traiter les implications, la regardant reconstituer le schéma qui avait façonné toute ma vie d'adulte, et elle a dit doucement: Les 5 000 dollars qu'il voulait que tu contribues, le montant qui a causé toute cette tension, Daniel m'a dit que tu avais refusé parce que tu ne soutiens pas son bonheur, parce que tu as toujours été jalouse de lui. J'ai pris une inspiration et j'ai dit: J'ai refusé parce qu'il y a 7 ans, je leur ai demandé 10 000 dollars en prêt, un prêt que j'aurais remboursé avec intérêt pour démarrer mon entreprise, et mon père s'est moqué de moi. Et puis 3 mois plus tard, il a acheté à Daniel une voiture qui coûtait 3 fois et demi ce que je demandais d'emprunter. Et le dire à voix haute à quelqu'un qui écoutait vraiment, c'était comme percer un abcès qui était infecté depuis des années. Jessica s'est levée brusquement et a fait les 100 pas jusqu'à la balustrade de la terrasse et retour, ses mains bougeant sans cesse, puis elle s'est rassise et a dit: J'ai besoin de réfléchir à tout ça. J'ai besoin de traiter ce que tu me dis parce que je ne sais pas quoi faire de cette information. Et je lui ai dit que je n'essayais de rien gâcher, qu'elle avait demandé l'honnêteté et que je la lui donnais, et elle m'a regardé avec quelque chose comme de l'angoisse dans les yeux et a dit: J'ai demandé parce que je t'aime bien, Emma. Je t'aime vraiment bien. Et je ne pouvais pas concilier qui tu sembles être avec ce que ta famille dit de toi. Et maintenant je sais pourquoi. Maintenant je comprends qu'ils ne savent pas du tout qui tu es. Nous nous sommes séparés après cela avec une demi-étreinte maladroite. Et je suis rentrée chez moi incertaine si j'avais amélioré ou empiré les choses, si l'honnêteté avait été le bon choix ou si j'avais simplement compliqué la vie de Jessica de manière qu'elle ne méritait pas. Et pendant 3 jours, je n'ai rien entendu d'elle. Pas de textos sur les centres de table ou les suggestions de playlist, juste un silence qui semblait lourd de conséquences. Puis le 4e jour, mon téléphone s'est allumé avec un texto de Jessica qui disait simplement: Puis-je dire à Daniel ce que tu m'as dit? Et je l'ai fixé un long moment avant de répondre. Tu peux dire à n'importe qui n'importe quoi, je ne cache rien, ils n'ont juste jamais demandé. Et je le pensais, j'en avais fini avec les secrets que je n'avais jamais eu l'intention de garder, fini de protéger les gens des vérités qu'ils avaient choisi de ne pas voir. Sa réponse est venue rapidement. Je vais lui parler, il devrait savoir. Et j'ai répondu: D'accord, parce que quoi d'autre y avait-il à dire? Et j'ai posé mon téléphone et j'ai dit à Marcus ce qui se passait, et il m'a serré contre lui et a dit: Quoi qu'il arrive, nous gérerons. Et je l'ai cru parce qu'il l'avait géré avec moi depuis le début, témoignant, soutenant et ne doutant jamais de ma valeur comme ma famille l'avait fait. 2 jours après ma conversation avec Jessica sur la terrasse, mon téléphone a sonné alors que je révisais les protocoles de sécurité pour un client potentiel, et j'ai vu le nom de Daniel s'afficher sur l'écran, et j'ai senti mon estomac se nouer, parce que je savais ce qui allait arriver. Je savais que Jessica avait tenu parole et lui avait dit ce que j'avais partagé avec elle. J'ai répondu, et sa voix est venue immédiatement, en colère et accusatrice. Jessica dit que tu lui as raconté que tu étais une sorte de millionnaire, que tu possèdes cette énorme entreprise à succès. Pourquoi mens-tu à ma fiancée, Emma? Et j'ai pris une lente inspiration et j'ai dit calmement: Je n'ai pas dit que j'étais millionnaire, Daniel. Je lui ai dit ce que fait mon entreprise et notre chiffre d'affaires annuel, parce qu'elle me l'a demandé directement. Et je pouvais l'entendre ricaner à l'autre bout du fil. Ouais, c'est ça, a-t-il dit. Tu essaies de me faire passer pour un mauvais gars juste avant mon mariage, d'essayer de créer des histoires et de te faire paraître plus importante que tu ne l'es. Et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine, une sorte de clarté lasse, et j'ai dit: Daniel, cherche Titan Shield Security Consulting, cherche juste, ce n'est pas un secret. J'ai un site web, j'ai un profil LinkedIn, j'ai 24 employés, tout est public. Il y a eu une pause, puis il a dit: Tu racontes n'importe quoi, Emma. Je ne joue pas à ce jeu avec toi.
Et la ligne est devenue morte alors qu'il me raccrochait au nez. Et je suis restée assise là, tenant mon téléphone, me sentant étrangement calme, paisible même, parce que j'avais dit la vérité, et ce qui se passerait ensuite était complètement hors de mon contrôle. Ce soir-là, Marcus est rentré de l'hôpital où il travaillait comme infirmier aux urgences et m'a trouvé dans notre salon, buvant du vin et lisant un livre, et il s'est arrêté, m'a regardé attentivement et a dit: Que s'est-il passé? Tu as l'air détendu. Et j'ai souri et lui ai dit: Je crois que j'ai enfin arrêté de me soucier de ce qu'il pense. Et j'ai expliqué l'appel de Daniel, son refus de même chercher mon entreprise, sa supposition immédiate que je mentais. Marcus s'est assis à côté de moi, m'a serré contre lui et a dit: Bien, il était temps. Et nous étions assis là paisiblement quand mon téléphone a sonné à nouveau et j'ai vu que c'était mon père, ce qui était inhabituel car il m'appelait rarement directement, préférant laisser ma mère gérer ce qu'ils considéraient tous deux comme des situations Emma. J'ai répondu et sa voix était tendue de colère. Qu'est-ce que tu racontes à Jessica? Daniel nous a appelés très contrariés. Il dit que tu inventes des histoires sur le fait d'être riche, de posséder une grande entreprise. Et j'ai simplement dit: Je lui ai dit la vérité sur mon entreprise, papa, c'est tout. Il a fait un bruit exaspéré et a dit: Ton entreprise, Emma, arrête d'exagérer. C'est embarrassant. Tu dois arrêter de raconter ces histoires aux gens. Et j'ai senti Marcus me serrer la main en soutien, alors que je disais: Papa, m'as-tu déjà demandé une seule fois des détails sur mon entreprise, sur le chiffre d'affaires ou les clients ou le nombre d'employés que j'ai? Gérald Sakos, si mais. Il y a eu un silence, puis il a dit d'un ton dédaigneux: J'en sais assez. Tu fais de l'informatique, tu répares des ordinateurs, ou je ne sais quoi. Et j'ai fermé les yeux et j'ai dit clairement: Je possède une société de conseil en cybersécurité. Nous avons eu 4,8 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Nous sommes finalistes pour un contrat de 2,3 millions de dollars avec une entreprise du Fortune 500 et j'emploie 24 personnes. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché, mais ensuite il a dit: Tu mens, Emma. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais tu mens. Et j'ai dit avec lassitude: Cherche, Titan Shield Security Consulting. Je suis répertoriée comme fondatrice et PDG. Tout est public. Tu peux vérifier chaque mot que j'ai dit. Une autre pause, puis sa voix est revenue, différente, incertaine. Si c'est vrai, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Et j'ai senti 7 ans de douleur se condenser en une simple phrase. Vous n'avez jamais demandé, papa, et quand je vous ai demandé 10 000 $ pour la lancer, tu t'es moqué de moi. Et avant qu'il ne puisse répondre, j'ai entendu le clic de lui qui raccrochait, et j'ai posé mon téléphone, je me suis appuyée contre Marcus, et je me suis enfin laissé pleurer. Je me suis réveillée le lendemain matin avec mon téléphone qui vibrait continuellement sur la table de nuit. Et quand je l'ai attrapé d'un air endormi, j'ai vu 47 appels manqués et ce qui semblait être un défilement infini de messages textes. Et mon cœur s'est mis à battre la chamade, avant même que je ne sois complètement réveillée, car je savais que quelque chose s'était passé, que quelque chose avait changé pendant la nuit, alors que je dormais paisiblement à côté de Marcus. Il y avait des messages de ma mère, de mon père, de Daniel, même de ma tante Carole et de mon oncle Jim, à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an, et je me suis assise dans le lit et j'ai commencé à les lire avec un sentiment de détachement surréaliste, en commençant par le texto de Jessica qui était arrivé à 23h30 la veille. Je suis tellement désolée, j'en ai parlé aux parents de Daniel après que Daniel n'ait pas voulu me croire et ait cherché lui-même ton entreprise. Ils perdent la tête en ce moment. Daniel a finalement vu que tout ce que tu avais dit était vrai. J'ai fait défiler jusqu'au message vocal de ma mère, l'horodatage montrant qu'elle avait appelé à 6h15 du matin, et je l'ai écouté pour entendre sa voix épaisse de larmes. Emma, rappelle-moi, nous devons parler de ça. Pourquoi nous as-tu caché ça? Pourquoi ne nous as-tu pas dit
que tu réussissais si bien. Et j'ai senti un étrange engourdissement m'envahir parce que même maintenant, même confrontée à la vérité de mon succès, le récit était en quelque sorte que j'avais fait quelque chose de mal en ne leur disant pas, que c'était ma faute d'avoir gardé des secrets que je n'avais en fait jamais gardés. Le texto de Daniel était plus direct et, d'une certaine manière, encore plus exaspérant. Sérieusement, tu as été riche tout ce temps et tu nous as laissé croire que tu avais des difficultés? C'est dégueulasse, Emma. Et l'audace de cette interprétation, le culot absolu de se faire passer pour la victime dans cette situation, m'a tellement stupéfiée que je suis restée à fixer mon téléphone un long moment, incapable de formuler la moindre réponse. Marcus s'est agité à côté de moi et a demandé ce qui n'allait pas, et je lui ai montré le téléphone sans parler. Et j'ai vu son expression s'assombrir en lisant les messages, puis il a dit fermement: Ne réponds à aucun d'eux, pas aujourd'hui. Tu as ta présentation. Et j'ai réalisé qu'il avait raison. Aujourd'hui, c'était la présentation pour le Fortune 500, la réunion que je préparais depuis des mois, et je ne pouvais pas laisser le dysfonctionnement de ma famille faire dérailler l'opportunité commerciale la plus importante de ma carrière. Je me suis levée et j'ai suivi ma routine matinale mécaniquement. J'ai mis mon plus beau tailleur, celui gris anthracite qui me faisait me sentir puissante et compétente, et j'ai complètement éteint mon téléphone. Je l'ai laissé dans ma voiture et j'ai dit à mon assistante Priya que je n'étais disponible pour rien, sauf les urgences absolues. Puis je suis entrée dans cette salle de conférence avec mon équipe et j'ai laissé tout le reste s'évanouir. La présentation a duré 90 minutes et j'étais complètement dans mon élément, expliquant nos protocoles de sécurité et nos stratégies d'implémentation d'IA, répondant aux questions techniques complexes de leur directeur informatique, démontrant notre méthodologie d'évaluation des risques avec des études de cas spécifiques, et je pouvais voir l'équipe du client de plus en plus impressionnée à mesure que nous progressions dans chaque section, leur langage corporel passant d'une attention polie à un engagement sincère. Mon équipe m'a parfaitement secondée. Chen des opérations expliquant sans heurts notre calendrier de déploiement, Sarah du développement détaillant l'architecture technique, tout le monde professionnel, préparé et brillant. Et quand nous avons terminé, la vice-présidente principale, une femme nommée Patricia Hoffman, qui avait la réputation d'être extrêmement exigeante, a dit: Madame Chen, je vais être directe car je ne crois pas qu'il faille faire perdre du temps à qui que ce soit. Nous avons vu les présentations de 3 cabinets et la vôtre est clairement la favorite. Nous aurons une décision d'ici la fin de la semaine, mais je voulais que vous sachiez où vous vous situez. Je l'ai remercié professionnellement, gardant mon sang-froid même si à l'intérieur je voulais crier d'excitation, et nous nous sommes serrés la main, et mon équipe et moi sommes sortis de ce bâtiment et avons atteint le parking avant de commencer à célébrer, nous serrant dans les bras et nous tapant dans les mains comme des enfants qui venaient de gagner un championnat. De retour au bureau, nous avons commandé le déjeuner pour tout le monde et j'ai fait un discours improvisé remerciant l'équipe pour son travail incroyable et je me sentais fière, vraiment fière de ce que nous avions construit ensemble et je me suis souvenue pourquoi je faisais ça. Pourquoi j'avais travaillé ces heures folles, utilisé ces cartes de crédit au maximum et cru en moi quand personne d'autre ne le faisait, parce que ça comptait, c'était réel. C'était à moi. J'ai rallumé mon téléphone vers 3 heures et je l'ai regardé exploser immédiatement de notifications, plus de messages vocaux. La crise familiale se poursuivant sans ma participation. Mais il y avait un message qui se démarquait, de Jessica. On peut parler? Juste nous. Café demain? Et j'ai répondu simplement par texto. Oui, 10 heures, même endroit que la dernière fois. Et elle a répondu immédiatement avec un emoji pouce levé. Ce soir-là, j'ai parlé de la présentation à Marcus et il m'a serré longuement dans ses bras et a dit: Je suis si fière de toi, quoi qu'il arrive avec ta famille. Souviens-toi d'aujourd'hui. Souviens-toi que tu as construit ça, que tu as fait ça. Et j'ai senti des larmes me piquer les yeux en disant: Je crois que je suis enfin prête à arrêter d'espérer qu'il soit fier de moi.
Et Marcus s'est reculé pour me regarder sérieusement et a dit « Bien, sois fier de toi, ça suffit, ça doit suffire. » Et j'ai hoché la tête parce que je savais qu'il avait raison. Je savais que je ne pouvais pas continuer à chercher la validation de personnes qui étaient déterminées à ne pas me voir clairement. Et quelque chose en moi qui était crispé depuis des années a finalement commencé à se détendre et à lâcher prise. J'ai retrouvé Jessica pour un café le lendemain matin au même endroit que la dernière fois, et quand je suis entrée, je l'ai vue déjà assise à notre table habituelle, l'air épuisé, des cernes sous les yeux et ses cheveux normalement parfaits ramenés en une queue de cheval désordonnée, et elle a levé les yeux vers moi avec une expression qui était à la fois de la frustration et de la tristesse, et a dit « Daniel et moi avons eu une énorme dispute hier soir. Enfin, plusieurs énormes disputes en fait. » Et je me suis assise en face d'elle et j'ai simplement écouté pendant qu'elle continuait. Il n'arrêtait pas de dire que tu avais caché ton succès à tout le monde, que tu nous avais délibérément tous laissé penser que tu avais des difficultés, et j'ai souligné que tu m'avais tout dit en une seule conversation après que je te l'ai demandé directement, ce qui signifie qu'il ne t'a jamais demandé de détails depuis des années, a dit Jessica, et je pouvais voir ses mains trembler légèrement alors qu'elle les enroulait autour de sa tasse de café. Puis ses parents sont venus, tes parents, je veux dire, et Emma, la façon dont ils parlent de toi quand tu n'es pas là. Elle s'est interrompue et m'a regardée avec quelque chose comme de la pitié, et j'ai dit doucement « Je sais, j'en ai assez entendu au fil des ans. » Et elle a hoché lentement la tête. « Ta mère n'arrête pas de dire que tu aurais dû leur dire, que tu l'as gardé secret exprès. » Et je lui ai demandé sans détour quand était la dernière fois qu'elle t'avait posé des questions spécifiques sur ton travail. Pas juste une question générale du genre « Comment ça va ?» Et elle n'a pas pu répondre. Elle n'arrêtait pas de changer de sujet, a dit Jessica, puis elle s'est penchée en avant et a ajouté « Ton père est en colère, Emma. Pas heureux pour toi ou fier, juste en colère, comme si tu avais fait quelque chose de mal en réussissant sans leur savoir ou leur permission. » J'ai hoché la tête parce que c'était exactement ce à quoi je m'attendais, exactement la réaction que j'aurais su qu'ils auraient s'ils découvraient un jour la vérité. Et j'ai dit, c'est pour ça que j'ai arrêté d'essayer, c'est en partie pour ça que je n'ai pas corrigé leurs suppositions. Et Jessica a demandé, c'est pour ça que tu ne leur as pas dit, parce que tu savais qu'ils réagiraient comme ça? Et j'ai réfléchi attentivement à la question avant de répondre. En partie ça, ai-je admis. Mais surtout, j'ai juste abandonné l'idée de les faire me voir, de vraiment me voir telle que je suis, parce que ça faisait moins mal de les laisser penser ce qu'ils voulaient que de continuer à espérer qu'ils se soucieraient assez pour demander. Et Jessica est restée silencieuse un moment, traitant cela, puis elle a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Daniel veut que tu contribues 20 000 $ au mariage maintenant, puisque tu peux te le permettre. J'ai carrément ri, je n'ai pas pu m'en empêcher, un son amer qui m'a surprise moi-même, et j'ai dit « Bien sûr qu'il le veut, bien sûr maintenant qu'il sait que j'ai de l'argent, il en veut plus. » Et Jessica a dit rapidement « Je lui ai dit absolument pas. Je lui ai dit que c'est insensé que ses parents lui aient tout donné et à toi rien. Et maintenant, il s'attend à ce que tu lui donnes plus. » Nous nous disputons à propos du report du mariage, a-t-elle continué, et sa voix s'est légèrement brisée. Je ne suis pas sûre de comprendre qui je vais épouser, Emma. Je pensais le connaître, mais maintenant je vois les choses différemment et je ne sais pas quoi faire de ça. Et je me suis sentie vraiment mal parce que je n'avais pas voulu causer de problème entre eux. Et j'ai dit, Jessica, je ne voulais pas causer de problème entre vous, ce n'était pas mon intention. Mais elle a secoué fermement la tête et a dit, tu n'as rien causé, tu as révélé des choses, c'est différent, ces problèmes étaient déjà là, je ne pouvais simplement pas les voir. Nous avons parlé longtemps après ça, et Jessica m'a posé des questions sur mon parcours avec un intérêt sincère, voulant vraiment comprendre comment j'avais bâti l'entreprise, et je me suis surprise à partager des détails dont je parlais rarement, les 2 emplois que j'avais occupés simultanément,
les cartes de crédit que j'avais utilisées au maximum, les mois passés à vivre de nouilles instantanées et de toast, parce que chaque dollar disponible allait dans l'entreprise. La peur, le doute et l'épuisement qui avaient été mes compagnons constants pendant des années. Où était Daniel quand tu avais des difficultés comme ça? A demandé Jessica, et j'ai simplement dit: il vivait dans l'appartement que mes parents lui avaient acheté. Et j'ai vu son visage changer. J'ai vu quelque chose se durcir dans son expression alors qu'elle disait lentement: l'appartement qu'ils ont acheté, Emma, il m'a dit qu'il avait économisé pendant des années pour cet acompte, que c'était la preuve de sa discipline financière, et j'ai réalisé que c'était un autre mensonge révélé, une autre fissure dans les fondations de ce qu'elle pensait savoir de l'homme qu'elle allait épouser. Je suis restée assise à regarder Jessica traiter cette information, et j'ai réalisé que Daniel avait bâti toute sa vie d'adulte sur une base de soutien parental, tout en s'attribuant le mérite de réalisation qui n'étaient pas entièrement les siennes. Et Jessica était en train de rassembler ses propres révélations sur l'homme qu'elle pensait connaître. Et elle a dit doucement, presque pour elle-même: sur quoi d'autre a-t-il menti? Et je me suis sentie mal à l'aise parce que je n'avais pas eu l'intention de démanteler leur relation, j'avais seulement répondu honnêtement à ses questions. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, ai-je dit prudemment. Je ne connais que ma propre expérience, mon propre point de vue. Mais Jessica s'est penchée en avant avec insistance et a dit: dis-le-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir qui je vais épouser. J'ai besoin du tableau complet. Et j'ai hésité parce que cela me semblait franchir une ligne, comme interférer dans leur relation d'une manière que je n'avais pas prévue. Jessica, c'est entre toi et Daniel, ai-je dit. Ce sont des conversations que tu dois avoir avec lui, pas avec moi. Mais elle a secoué la tête et a dit: tu as raison, mais je te demande aussi ton point de vue, de sœur à future belle-sœur, parce que tu le connais depuis toujours, et je ne le connais que depuis 2 ans. J'ai réfléchi à cela. J'ai pesé ma réticence face à son besoin sincère de comprendre, et finalement j'ai dit: d'accord, mais comprends que ce ne sont que des observations, juste ce que j'ai vu. Et elle a hoché la tête sérieusement, et j'ai continué. Daniel a eu 3 emplois différents depuis l'université, et chaque fois qu'il est parti, c'était à cause de quelqu'un d'autre, un mauvais patron, un traitement injuste ou des politiques de bureau. Ce n'était jamais de sa faute ou de sa responsabilité. Et l'expression de Jessica a légèrement changé, car il était clair que ce schéma s'était poursuivi dans leur relation. Et sa gestion de l'argent n'est pas géniale, ai-je ajouté. Il gagne 85 000 $ par an, ce qui est un bon salaire, mais il a toujours des difficultés financières parce qu'il est habitué au filet de sécurité de mes parents. Il est habitué à savoir que s'il dépense trop ou fait une erreur, ils le tireront d'affaire. Et j'ai regardé Jessica absorber cela. Je l'ai vue faire des liens dans son propre esprit sur des choses qu'elle avait probablement remarquées, mais pas entièrement comprises. Ce n'est pas une mauvaise personne, ai-je clarifié rapidement, car malgré tout, je ne voulais pas dépeindre Daniel comme un méchant. Il n'est pas cruel ou malveillant, mais il n'a jamais eu à se battre. Il n'a jamais eu à vraiment lutter pour quoi que ce soit ou à faire face à de vraies conséquences. Et il ne sait pas comment faire parce qu'il n'a jamais eu à l'apprendre. Et Jessica est restée silencieuse un long moment, fixant sa tasse de café, puis elle a dit: il m'a dit que ses parents l'avaient aidé un peu, mais qu'il s'était fait en grande partie tout seul, qu'il avait travaillé dur pour tout ce qu'il a. Et j'ai ressenti une bouffée de colère pour elle, parce que ce n'était pas juste une petite exagération, c'était une fausse représentation fondamentale de la réalité. Jessica, mes parents lui ont donné plus d'1/4 million au fil des ans, ai-je dit doucement. Les frais de scolarité, la voiture, l'acompte de l'appartement, probablement plus que je ne sais même pas, et il n'y a rien de mal à ce que des parents aident leurs enfants, mais s'attribuer le mérite de choses que tu n'as pas réellement accomplies seule, c'est différent. Et elle a hoché lentement la tête et a dit: j'ai besoin de lui parler, de vraiment lui parler, parce que je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne connais pas vraiment. Et j'ai tendu la main sur la table, j'ai serré la sienne et j'ai dit:
Quoi que tu décides, j'espère que tu y verras plus clair. Et nous sommes restés assises ensemble dans ce café, deux femmes essayant de naviguer dans les vérités compliquées de la famille, de l'amour et de l'honnêteté. Jessica a hoché lentement la tête et a dit « Ça devient très clair pour moi maintenant ». Puis elle m'a regardée avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer et a demandé « Est-ce que tes parents sont au courant de tout ça, de son historique professionnel, de ses problèmes d'argent ?» Et j'ai secoué la tête et j'ai dit « Ils voient ce qu'ils veulent voir, c'est-à-dire Daniel comme le fils qui réussit et qui ne peut rien faire de mal. » Et Jessica est restée silencieuse un moment avant de dire « Je lui ai dit que je voulais rencontrer un planificateur financier avant le mariage pour comprendre notre situation financière complète, et il est devenu sur la défensive, a dit que ce n'était pas nécessaire. Et j'ai ressenti une vague d'inquiétude pour elle, parce que c'était un signal d'alarme, un signal important. Jessica, je ne vais pas te dire quoi faire, ai-je dit prudemment, mais si quelqu'un devient sur la défensive à propos de la transparence avant le mariage, c'est quelque chose à prendre en compte. Et elle a hoché la tête et a dit je sais, je suis une professionnelle du marketing, je ne suis pas naïve, mais je suis aussi amoureuse de lui, ou du moins je le pensais. Et maintenant je remets tout en question. Et j'ai tendu la main sur la table, j'ai pris la sienne et j'ai dit alors peut-être que tu as besoin de plus de temps, peut-être que... Reporter n'est pas une mauvaise idée. Et elle m'a regardée avec des larmes dans les yeux et a dit tes parents ont déjà tout payé, le lieu, le traiteur, les fleurs, tout. Et Daniel n'arrête pas de dire que nous ne pouvons pas reporter parce que nous perdrions les acomptes et décevrions tout le monde. La façon dont elle a dit « tout le monde » a clairement indiqué qu'elle parlait de mes parents en particulier, et j'ai dit doucement « Jessica, il vaut mieux perdre des acomptes que d'épouser quelqu'un dont tu n'es pas sûre. Et si Daniel est plus inquiet de décevoir mes parents que de tes préoccupations légitimes, ça te dit quelque chose. » Et elle a essuyé ses larmes et a dit « Il m'a traité de dramatique, a dit que je surréagissais à des choses qui se sont passées il y a des années entre toi et lui, que ça n'a rien à voir avec nous, mais je pouvais voir sur son visage qu'elle savait que ça avait tout à voir avec eux, que les schémas que j'avais décrits n'étaient pas de l'histoire ancienne, mais des traits de caractère continu. « Je dois prendre une décision, a dit Jessica. Le mariage est dans 3 semaines, et je dois décider si je vais au bout. Et j'ai dit quoi que tu décides, je te soutiendrai, et je le pense, même si je te connais à peine. Je peux voir que tu es une bonne personne qui mérite l'honnêteté et le respect. » Et elle a souri tristement et a dit « Merci, ça signifie plus que tu ne le penses. Ta famille ne m'a jamais fait sentir que j'étais assez, que je faisais le bon choix. Ils me traitent comme si je devais être reconnaissante que Daniel m'ait choisie. Et cela m'a mise en colère parce que Jessica était intelligente, réussissait et était gentille. Et Daniel devrait être reconnaissant qu'elle l'ait choisie. Nous avons fini notre café et nous nous sommes fait un câlin d'adieu. Et en rentrant chez moi, j'ai pensé que parfois la vérité ne vous libère pas. Elle vous montre juste les barreaux de la cage dans laquelle vous vivez, et je me suis demandé ce que Jessica déciderait et si mon honnêteté l'avait aidée ou avait juste tout compliqué au-delà de toute réparation. Et quand je suis rentrée à la maison, Marcus était là et il a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit « C'était si terrible que ça ?» Et je lui ai tout raconté et il a écouté puis a dit « Tu as fait ce qu'il fallait. Elle a demandé et tu lui as dit la vérité. Ce qu'elle fait de cette information, c'est à elle de décider. » Et j'ai hoché la tête, mais je me sentais toujours coupable. Je sentais toujours que j'aurais peut-être dû me taire et la laisser épouser mon frère, sans connaître toute l'histoire. Mais ensuite, j'ai pensé à ce que ce serait de construire une vie avec quelqu'un basée sur des mensonges et des malentendus, et j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait, même si ce n'était pas agréable. Les 2 jours suivants se sont déroulés dans un étrange silence suspendu où je n'ai entendu personne de ma famille, ni Jessica, ni Daniel, ni mes parents, et je me suis plongée dans le travail pendant que Marcus continuait de vérifier si j'allais bien. Et j'allais bien d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, parce que je me sentais plus légère d'une certaine façon.
comme si un poids que je portais depuis des années avait enfin été levé, même si je savais que le plus dur restait à venir. Le troisième jour, j'ai reçu un courriel du client du Fortune 500 et mes mains ont carrément tremblé en l'ouvrant. Et c'était là, en langage formel d'entreprise. Ils attribuaient le contrat à Titan Shield, l'intégralité des 2,3 millions de dollars sur 3 ans, et je suis restée là à fixer l'écran de mon ordinateur, ressentant ce sentiment écrasant d'accomplissement et de justification, non pas parce que cela prouvait quelque chose à ma famille, mais parce que cela me prouvait quelque chose à moi-même, que j'avais construit quelque chose de réel, de précieux et de réussi entièrement par moi-même, sans l'aide ni l'approbation de personne. J'ai réuni mon équipe et annoncé la nouvelle, et tout le monde a applaudi et s'est serré dans les bras, et quelqu'un a fait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne que nous gardions au réfrigérateur du bureau au cas où, et pendant ces quelques heures, j'ai oublié Daniel, le mariage et la colère de mes parents, et j'ai simplement existé dans ce moment de pur triomphe professionnel, entouré de personnes qui me respectaient, appréciaient mon travail et me voyaient pour qui j'étais vraiment. Ce soir-là, Marcus m'a emmené dîner pour fêter ça, et pendant le repas, il a dit: Je suis si fier de toi, tu le sais ça? Et je le savais. Je le sentais chaque jour dans la façon dont il me soutenait, croyait en moi et se tenait à mes côtés, même quand ma propre famille ne le faisait pas. Et j'ai dit: Merci de m'avoir toujours vu, de vraiment me voir. Et il a tendu la main sur la table, a pris la mienne et a dit: Tu es extraordinaire, Emma, et je suis désolée que ta famille ne puisse pas le voir. Mais je le vois, ton équipe le voit, et tes clients le voient, et c'est ce qui compte. Quand nous sommes rentrés à la maison, il y avait une voiture dans notre allée que j'ai reconnue comme étant celle de Jessica, et elle était assise sur les marches de notre porche, l'air petite et fatiguée, et quand elle nous a vus, elle s'est levée et a dit: Je suis désolée de débarquer comme ça, mais j'avais besoin de te parler et je ne voulais pas le faire par texto. Et Marcus m'a serré la main et a dit: Je vais vous laisser un peu d'intimité. Et il est entré pendant que Jessica et moi nous asseyions ensemble sur les marches du porche. J'ai annulé le mariage, a-t-elle dit doucement, sans me regarder, fixant la rue, et j'ai senti mon estomac se nouer. Parce que malgré tout, je n'avais pas voulu ça. Je n'avais pas voulu être responsable de leur rupture. Et elle a dû voir quelque chose sur mon visage, car elle a rapidement ajouté: Pas définitivement, juste reporté. J'ai dit à Daniel que nous avions besoin d'une thérapie de couple avant que je ne l'épouse, que j'avais besoin de comprendre qui il est vraiment et qu'il devait comprendre pourquoi il a menti sur tant de choses. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais et j'ai dit: Comment l'a-t-il pris? Et Jessica a ri, mais ce n'était pas un son heureux, c'était amer et triste, et elle a dit: Pas bien, il a dit que j'étais manipulée par toi, que tu étais jalouse et que tu essayais de gâcher son bonheur. Et je lui ai dit que tu n'avais été qu'honnête alors qu'il m'avait menti sur son historique financier et s'était attribué le mérite de choses que ses parents avaient payées. Et je pouvais voir des larmes sur ses joues, maintenant à la lumière du porche. Il m'a dit qu'il avait travaillé pour payer ses études, a dit Jessica doucement, et j'ai fermé les yeux parce que c'était là, un autre mensonge, une autre façon pour Daniel de réécrire sa propre histoire pour se faire paraître plus impressionnant et autodidacte qu'il ne l'était vraiment. Et j'ai dit: Jessica, je ne veux pas continuer à te dire des choses qui te blessent. Peut-être que tu devrais avoir cette conversation avec Daniel. Mais elle a secoué la tête et a dit: J'ai essayé, il devient sur la défensive et retourne la situation contre moi, dit que je suis méfiante ou que je te laisse m'empoisonner contre lui, et j'ai besoin de connaître la vérité de la part de quelqu'un qui me la dira vraiment. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit: Nos parents ont payé les 4 années d'université de Daniel, les frais de scolarité, le logement et la nourriture. Il est allé dans une université privée qui coûtait environ 55 000 dollars par an et il avait de l'argent de poche. Il n'a pas travaillé pendant ses études.
Il s'est concentré sur ses cours et sa vie sociale. Et Jessica a mis son visage dans ses mains et a dit: Il m'a dit qu'il avait eu 2 emplois et pris des prêts et que c'est pour ça qu'il comprenait les difficultés financières. Il a utilisé ça comme exemple quand je m'inquiétais des coûts de notre mariage. Il m'a dit qu'il savait comment gérer l'argent parce qu'il avait dû se battre pour tout. Et je me suis sentie vraiment triste pour elle, parce que je savais ce que c'était que de croire en quelqu'un et de découvrir ensuite qu'il n'était pas celui que l'on pensait. J'ai eu 2 emplois pendant mes études, ai-je dit. Je suis allée à l'université d'État parce que c'était ce que je pouvais me permettre avec ma bourse partielle. Et j'ai quand même obtenu mon diplôme avec 40 000 $ de prêt, étudiant que j'ai fini de rembourser il y a 2 ans, et Daniel le savait. Il savait que je travaillais pendant qu'il était entièrement financé, et il continue de dire aux gens qu'il a payé ses études en travaillant. Et Jessica m'a regardée avec des larmes coulant sur son visage et a dit: Pourquoi mentirait-il à propos de quelque chose comme ça? À quoi ça sert? Et j'ai dit: Parce qu'il veut être vu comme un autodidacte. Il veut le mérite d'avoir construit sa vie sans reconnaître qu'il a eu tous les avantages, et peut-être qu'il a raconté l'histoire si souvent qu'il y croit maintenant. Jessica a essuyé ses larmes et a dit: J'ai l'impression de ne pas le connaître du tout, comme si l'homme dont je suis tombée amoureuse était un personnage qu'il a créé. Et j'ai tendu la main, et j'ai pris la sienne, et j'ai dit: Le Daniel que tu connais est peut-être réel aussi. Les gens sont compliqués, mais tu mérites de connaître la vérité sur son histoire et son caractère avant de lier légalement ta vie à la sienne. Et elle a hoché la tête et a dit: Je lui ai demandé d'aller en thérapie de couple avec moi, et il a dit que nous n'en avions pas besoin, que nous allions bien et que j'étais juste stressée par le mariage. Mais Emma, nous n'allons pas bien. J'ai de sérieuses questions sur son honnêteté, sa relation avec l'argent et sa dynamique familiale. Et j'ai dit: Alors ne l'épouse pas encore. Reporte. Prends le temps dont tu as besoin pour obtenir de vraies réponses. Et elle a dit: Tes parents perdront tous les acomptes, le lieu, le traiteur, tout est non remboursable à ce stade. Et je l'ai regardé sérieusement, et j'ai dit: Jessica, écoute-moi. Mes parents ont dépensé 127 000 $ pour ce mariage, comme cadeau à Daniel, pas à toi. Ils te connaissent à peine. Et s'ils perdent cet argent parce que tu as besoin de temps pour t'assurer que tu épouses quelqu'un d'honnête, c'est leur choix et leur perte, pas ta responsabilité. Et quelque chose dans son visage a changé, comme si elle attendait que quelqu'un lui donne la permission de se mettre en premier. Nous sommes restés assises en silence un long moment, pendant que Jessica traitait tout ce que je lui avais dit, et elle avait l'air si triste, confuse et perdue, que je me suis sentie vraiment coupable, même si je savais intellectuellement que je n'avais rien fait de mal, que dire la vérité n'était pas la même chose que de causer du tort. Mais la logique émotionnelle ne suit pas toujours la logique rationnelle, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que j'avais en quelque sorte brisé quelque chose qui n'était pas à moi de briser. Jessica a finalement dit: Je dois parler à Daniel, vraiment lui parler, pas seulement me battre, mais m'asseoir et avoir une conversation honnête sur tout ça. Et j'ai hoché la tête et j'ai dit: Ça, c'est probablement une bonne idée. Il devrait avoir la chance d'expliquer son point de vue, même si je n'étais pas sûre de l'explication qui pourrait justifier le schéma de mensonge et d'omission que Jessica avait découvert. Mais il était toujours son fiancé, et elle l'aimait, et elle méritait au moins de l'écouter avant de prendre des décisions sur leur avenir. Elle s'est levée pour partir, puis a hésité, s'est retournée vers moi et a dit: Emma, puis-je te demander quelque chose? Penses-tu qu'il m'aime, ou penses-tu qu'il aime l'idée du mariage parfait et de la vie parfaite que ses parents financent? Et la question était si crue et vulnérable que j'ai pris un moment avant de répondre, parce que je voulais être honnête, mais je ne voulais pas non plus l'empoisonner contre mon frère en me basant sur ma propre histoire compliquée avec lui. Je pense que Daniel est capable d'aimer, ai-je dit prudemment. Mais je pense aussi qu'il n'a jamais vraiment examiné ses propres motivations ou schémas parce qu'il n'a jamais eu à le faire. Tout a toujours fonctionné pour lui,
Et peut-être que cette situation le force à faire cet examen pour la première fois. Et ce n'est pas confortable, mais cela pourrait finalement être bon pour lui et pour votre relation. Et Jessica a hoché lentement la tête et a dit: C'est une réponse très diplomatique. Et j'ai souri tristement, et j'ai dit: J'essaye d'être juste. C'est mon frère, même si nous ne sommes pas proches. Je ne veux pas le voir souffrir, et je ne veux pas te voir souffrir. Mais je pense aussi que tu mérites l'honnêteté et qu'il doit apprendre à la donner. Jessica est partie après ça, et je suis rentrée pour trouver Marcus qui avait préparé le dîner. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit: Ça avait l'air intense. Et je lui ai raconté la conversation et les mensonges de Daniel sur l'appartement, l'université et tout le reste. Et Marcus a secoué la tête et a dit: Le truc, c'est qu'il croit probablement ses propres histoires maintenant. Les gens qui grandissent avec autant de privilèges réécrivent souvent leur histoire pour s'attribuer plus de mérite parce qu'au fond, ils savent qu'ils ne l'ont pas vraiment mérité. Et j'ai réalisé qu'il avait probablement raison, que Daniel pourrait sincèrement croire qu'il avait travaillé plus dur qu'il ne l'avait fait, parce qu'accepter la vérité signifierait accepter qu'il avait eu un avantage injuste pendant que sa sœur luttait. Les 2 jours suivants furent calmes de mon côté, et je me suis concentrée sur le travail, essayant de ne pas penser au chaos que j'avais apparemment déclenché dans la relation de Daniel et Jessica, bien que Marcus n'arrêtait pas de me rappeler que je n'avais rien déclenché, que j'avais simplement dit la vérité quand on me l'avait demandé directement et que les conséquences n'étaient pas de ma responsabilité. Le 3e jour, j'ai reçu un courriel de mon contact client de l'entreprise du Fortune 500 avec pour objet décision de contrat, et mon cœur battait la chamade en l'ouvrant, lisant la première ligne qui disait: Madame Chen, nous avons le plaisir de vous informer que Titan Shield Security Consulting a été sélectionné comme notre partenaire en cybersécurité. Et j'ai dû le lire 3 fois avant d'y croire, avant que la réalité ne s'impose que nous avions remporté le contrat de 2,3 millions de dollars qui transformerait mon entreprise et validerait 7 ans de travail acharné et de sacrifice. J'ai immédiatement appelé Marcus, qui a littéralement crié de joie et a dit qu'il quittait le travail plus tôt pour m'emmener dîner et fêter ça comme il se doit. Puis j'ai réuni mon équipe et je leur ai annoncé la nouvelle, regardant leurs visages s'illuminer parce qu'ils avaient travaillé si dur sur la proposition et la présentation, et que nous avions fait ça ensemble, construit quelque chose de réel, de précieux et de réussi. Ce soir-là, au dîner, Marcus a levé son verre et a dit: À Emma, qui a bâti un empire pendant que sa famille ne regardait pas. Et j'ai ri, mais je me suis aussi sentie émue parce qu'il avait raison. J'avais construit quelque chose de substantiel, quelque chose qui comptait, et je l'avais fait sans l'argent de mes parents, ni leur soutien, ni même leur conviction que je pouvais réussir. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'avais 17 nouveaux messages et j'ai failli ne pas les vérifier, failli me laisser savourer cette victoire sans laisser ma famille s'y immiscer. Mais la curiosité l'a emporté et j'ai fait défiler pour trouver des messages de ma mère disant: Emma, nous devons vraiment parler, ça a assez duré. De mon père disant: Ta mère est très contrariée, appelle-la. Et de Daniel disant: Jessica a reporté le mariage, es-tu contente maintenant? Et ce dernier m'a durement touchée parce que je n'en étais pas contente. Je n'avais pas voulu détruire sa relation. J'avais juste voulu être honnête quand sa fiancée m'avait posé des questions directes sur ma vie. Il y avait aussi un message de Jessica, plus long que les autres, qui disait: Emma, je veux que tu saches que reporter le mariage était ma décision, non pas à cause de ce que tu as fait, mais parce que j'ai réalisé que j'avais besoin de plus de temps pour comprendre qui est vraiment Daniel et à quoi ressemblerait réellement notre mariage. Et je te suis reconnaissante d'avoir été honnête avec moi, même si je sais que ce n'était pas facile et que tu as probablement eu l'impression d'être déloyale envers ton frère. Mais tu m'as donné les informations dont j'avais besoin pour faire un choix éclairé sur mon avenir. J'ai montré le message à Marcus et il a dit: Elle a l'air d'avoir la tête sur les épaules
Et j'étais d'accord, pensant que Jessica méritait quelqu'un qui serait honnête avec elle, et que peut-être cette pause forcerait Daniel à s'examiner réellement, lui et ses schémas, et à devenir cette personne. Ou peut-être que non, et que Jessica déciderait finalement de ne pas l'épouser. Mais de toute façon, ce n'était pas ma responsabilité de réparer ou de gérer. Le matin après ma conversation avec Jessica sur les mensonges de Daniel, je me suis réveillée pour trouver Marcus déjà éveillé, faisant défiler son téléphone avec une expression inquiète qui a immédiatement contracté mon estomac, car j'avais espéré avoir juste un matin paisible avant le prochain drame familial, quel qu'il soit. Quand il a vu que j'étais réveillée, il a dit « Ta mère a publié sur Facebook », d'un ton qui m'a fait comprendre que je n'allais pas aimer ce qu'il allait me montrer. Il m'a tendu son téléphone et j'ai lu une longue publication de ma mère qui commençait par « C'est si difficile quand vos enfants s'éloignent et que vous ne comprenez pas pourquoi » et continuait à décrire en termes vagues mais pointus comment elle avait 2 enfants merveilleux, mais que l'un était devenu distant et secret, tandis que l'autre restait ouvert et aimant, et comment elle était navrée que les liens familiaux soient mis à l'épreuve juste avant une occasion si joyeuse. Mon visage est devenu tout rouge en lisant cela, car elle jouait la victime sur les réseaux sociaux, se présentant comme la mère confuse et blessée, alors qu'elle avait passé toute ma vie d'adulte à mépriser mes accomplissements et à favoriser Daniel si ouvertement que même sa fiancée l'avait remarqué en quelques mois après avoir rejoint la famille. La publication avait déjà 63 commentaires, principalement de ses amis offrant sympathie et encouragement avec des messages comme « Reste forte » et « Certains enfants n'apprécient pas leurs parents ». J'ai rendu le téléphone à Marcus et j'ai dit « Elle est incroyable » et il a demandé « Veux-tu répondre ?» J'y ai réfléchi un long moment avant de secouer la tête, car à quoi bon, m'engager sur Facebook me ferait juste paraître sur la défensive et mesquine. Et rien de ce que je dirais ne changerait le récit qu'elle avait construit où elle était la partie lésée et moi la fille ingrate. Au lieu de cela, je me suis levée, j'ai fait du café et j'ai essayé de me concentrer sur le fait que j'avais une entreprise à gérer, une équipe qui dépendait de moi et une décision de contrat potentiellement révolutionnaire à venir d'un jour à l'autre. C'étaient les choses qui comptaient, pas la performance de martyr de ma mère sur Facebook pour un public de ses amis du country club qui ne connaissaient pas toute l'histoire et ne la croiraient pas si je la leur racontais de toute façon. Marcus est venu derrière moi alors que j'étais au comptoir, m'a entouré de ses bras et a dit « Je suis fière de la façon dont tu gères. Ça, tu le sais? » Et je me suis appuyée contre lui et j'ai dit « Je n'ai pas l'impression de bien le gérer, j'ai l'impression que tout s'effondre. » Et il a répondu « Le dysfonctionnement de ta famille s'effondre. Toi, tu vas bien, il y a une différence. » Et j'ai réalisé qu'il avait raison, que ce qui ressemblait à du chaos n'était en fait que l'exposition de problèmes qui avaient toujours existé, mais qui avaient été cachés sous une surface de prétexte poli, et ma volonté d'accepter des miettes d'attention, pendant que Daniel avait le repas complet. J'ai passé le reste de la journée à essayer de me concentrer sur le travail, mais je me suis surprise à vérifier mon téléphone de manière obsessionnelle. Même si je m'étais dit que je ne m'engagerais plus dans le drame familial, et le soir, j'avais 32 nouveaux messages que je n'ai pas lus et 3 messages vocaux que je n'ai pas écoutés parce que je savais qu'ils ne seraient que des variations sur le même thème de la façon dont j'avais, d'une manière ou d'une autre, fait du tort à tout le monde en réussissant sans leur connaissance ou leur permission. Marcus est rentré vers 7 heures et m'a trouvée assise sur le canapé, fixant mon téléphone avec une expression qui devait sembler perdue, car il s'est immédiatement assis à côté de moi et a dit « Que s'est-il passé ?» Et j'ai répondu « Rien de nouveau, juste plus de la même chose. Ma famille perd la tête et je ne sais pas comment améliorer ça. » Et il a pris doucement mon téléphone de mes mains, l'a mis de côté et a dit « Emma, tu dois entendre ça. Tu ne peux pas améliorer ça parce que ce n'est pas toi qui l'as cassé. Ce sont eux, au fil des années et des années, à choisir Daniel plutôt que toi et à mépriser tout ce que tu as accompli. Et maintenant,
Ils sont en colère parce que la vérité est sortie et que ça les fait mal paraître. Je savais qu'il avait raison, mais quelque chose en moi voulait encore réparer ça, voulait encore trouver un moyen de faire comprendre à mes parents, de les faire s'excuser et de reconstruire d'une manière ou d'une autre une relation qui n'avait jamais été ce dont j'avais eu besoin. Et j'ai dit, et si je leur parlais, si j'expliquais tout calmement, peut-être que s'ils comprenaient mon point de vue. Et Marcus m'a interrompu avec: ils ont eu 32 ans pour comprendre ton point de vue, et ils ont choisi de ne pas le faire. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Et je n'avais pas de réponse à ça, parce qu'il avait absolument raison. Mon téléphone a vibré avec un autre message, et Marcus l'a pris pour le mettre en silencieux, mais son expression a changé en lisant la notification et il a dit: Emma, celui-ci est de ta tante Margaret. Tu devrais peut-être le lire. Et j'ai pris le téléphone à contre-cœur et j'ai ouvert le message qui disait: Emma, ta mère m'a appelé en pleurant pour me dire que tu cachais ton succès à la famille. Et honnêtement, je suis confuse parce que je suis Titan Shield sur LinkedIn depuis 2 ans. Tu publies régulièrement des mises à jour sur ton entreprise, ton équipe et tes réalisations. Si tes parents ne connaissaient pas les détails, c'est parce qu'ils ont choisi de ne pas y prêter attention. Pas parce que tu cachais quoi que ce soit. Je suis fière de toi et je suis désolée que tu aies à gérer ça. J'ai lu le message 2 fois et j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine parce que voilà une validation de la part de quelqu'un de ma famille, quelqu'un qui avait pris la peine de me chercher sur LinkedIn et de suivre mon parcours professionnel, même si je ne le lui avais jamais demandé, et j'ai montré le message à Marcus qui a souri et a dit: Tu vois, l'information n'a jamais été cachée, ils n'ont juste jamais regardé. Et j'ai réalisé qu'il avait entièrement raison, que j'avais un site web professionnel, un profil LinkedIn et une entreprise qui avaient été mentionnés dans 2 publications de l'industrie, et si mes parents avaient voulu connaître mon succès, ils auraient pu simplement taper mon nom dans Google à n'importe quel moment au cours des 7 dernières années. J'ai répondu au message de tante Margaret par un simple Merci, ça signifie plus que tu ne le penses. Et j'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des semaines, car voilà quelqu'un qui avait réellement prêté attention, qui avait vu mon succès non pas parce que je l'avais affiché au visage de qui que ce soit, mais parce qu'elle s'était suffisamment souciée pour regarder. Cela m'a fait réaliser que le problème n'avait jamais été mon incapacité à communiquer mes réalisations, mais plutôt le manque total d'intérêt de ma famille à savoir quoi que ce soit sur ma vie qui ne correspondait pas à leur récit prédéterminé. Marcus a suggéré que je fasse une capture d'écran du message de tante Margaret au cas où j'en aurais besoin plus tard. Et j'ai demandé besoin pourquoi. Et il a répondu comme preuve que l'information n'a jamais été cachée, que quiconque voulait savoir aurait pu le découvrir. J'ai réalisé qu'il pensait toujours comme quelqu'un qui se prépare pour une affaire juridique, documentant tout, construisant une défense, et je lui ai dit que je ne pensais pas que ça irait jusque-là. Mais en privé, je me suis demandé s'il n'avait pas raison, car la réaction de ma famille à la découverte de mon succès avait été si disproportionnellement colérique que je ne pouvais pas prédire ce qu'ils pourraient faire ensuite. Les 3 jours suivants se sont déroulés dans un étrange entre-deux où j'allais travailler, me concentrer sur mon équipe et attendais la décision du contrat du Fortune 500, tandis que mon téléphone continuait d'exploser de messages que j'ignorais pour la plupart. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années, car quelque chose dans le fait d'avoir enfin dit la vérité, même si cela avait causé le chaos, avait levé un poids que je n'avais pas pleinement reconnu porter. Jessica m'a envoyé un texto 1 fois par jour, avec des mises à jour qui devenaient de plus en plus préoccupantes. Daniel ne veut pas discuter du mensonge sur l'appartement. Puis, tes parents sont revenus, ça ne s'est pas bien passé. Et enfin, je pense que nous devons reporter le mariage. Je ne peux pas me marier dans cette situation sans la comprendre d'abord. Je ne savais pas comment répondre à cela, car je n'avais vraiment pas eu l'intention de faire exploser les fiançailles de Daniel.
Mais je ne pouvais pas non plus être entièrement désolée que Jessica voie enfin clairement la dynamique familiale avant de s'y lier légalement. Le jeudi après-midi, mon assistante a frappé à la porte de mon bureau, avec une expression d'excitation à peine contenue, et a dit Emma, Glenn Hutchinson est sur la ligne 2. Mon cœur a fait un bond car Glenn Hutchinson était le vice-président principal de la présentation du Fortune 500, et j'ai pris le téléphone avec des mains qui se sont mises à trembler soudainement et j'ai dit Monsieur Hutchinson, merci d'avoir appelé, et il a répondu Madame Chen, je vous appelle avec de bonnes nouvelles. Nous aimerions avancer avec Titan Shield pour le contrat. Notre équipe juridique enverra les documents demain, mais je tenais à vous dire personnellement que votre présentation était exactement ce que nous recherchions. Je l'ai remercié professionnellement, tandis que mon esprit s'emballait, car c'était ça, c'était le contrat qui allait établir Titan Shield comme un acteur majeur de l'industrie, 2,3 millions de dollars sur 3 ans, plus la crédibilité d'avoir une entreprise du Fortune 500 comme client. Après avoir raccroché, je suis restée assise à mon bureau pendant 1 minute entière, juste à respirer, avant de réunir mon équipe pour partager la nouvelle et de voir leurs visages s'illuminer de joie et de soulagement, car ils avaient tous travaillé si dur pour cela et ils méritaient cette victoire autant que moi.